Hello everyone, another excellent session just gone on universal healthcare, and it's great to hear from the young activists and organisations as well. Definitely, Digra. I think it's always important to think around how these high-level commitments can really advance the health and well-being of young people and adolescents. The same for the sexuality education session. What always sticks out for me is the number of young people who are demanding information and knowledge about their health and their rights. And now for a session called Embracing Sexual and Gender Diversity in Sexual and Reproductive Health, LGBTQI+, Adolescents and Young People in the Way. And another called Periods Are Bloody Important, Learning from Menstrual Health Interventions. Both of these, as you'll see, lead into the core elements of sexuality education. Absolutely. And now we have a message from the amazing Eglantina Zing. Now, she is the founder of Goleadoras, so her story is coming up. And there's also a short skit by a comedian who is huge in Nigeria and beyond. Now, her name is Tauma, and she made this ahead of the forum. Enjoy. Hi everyone, I'm Eglantina Zing here, and I'm super honored to be joining you today at the Global Forum for Adolescents. I want to share with you a little story. Perhaps it's something that inspires you, motivates you, or make you just as me, that I'm just a troublemaker, a trailblazer, a person that is super hard to make her sit down and just watch things happen. I will like change, and I'm sure that we can all ask, and our biggest mission in this life is to ask each other, how can we contribute to making this world a better place? So my story goes, I grew up in the Venezuelan Amazon, and my father is an explorer. I have no tattoos, but a bunch of scars from a jaguar, a crocodile, piranhas. And yes, it sounds like magic realism, but it was my reality. In my little camp, there was a soccer ball. My neighbors were persons that did not speak my same language, were not dressed the same way. We had very different traditions, but through that soccer ball, we forged these really strong bonds of friendship, of collaboration, and solidarity that until the day I took those with me. At a very young age, that soccer ball taught me that we have much more things in common than what divides us. So I went off years later to the United States and started a career in entertainment, in MTV, Project Runway, and a bunch of other shows that are music and fashion oriented. And yet I was still one of that generation of, well, because you were a woman, you will get to, no, you cannot do that. No, you're a woman, you cannot play soccer. No, you're a woman, you cannot wear a short skirt. No, you're a woman, that's not your role. No, you just go play gymnastics, you just stay at home. Limiting us. There are stereotypes and the societal rules that they don't define us, but they do limit us. And that's why, since I cannot sit around and just watch things happen and conform myself to the status quo, I found the Goleadoras Foundation. With its unique mission is to make this generation of girls the generation of yes. That through sports, a great catalyst to bring us together, to forge character through discipline, through sorority and teamwork, this new generation, they will never get to hear a no because they're women or because they are girls. So I invite you all today and every day to join us at Goleadoras, and as we say there, together we change the game. It's about time. We're in this together. Happy International Girls' Day. Young people from the marginalized groups and key populations are the most at risk of HIV infection. Now, imagine a world where no one is left behind. U-Tests offer a unique solution to make that exact thing happen. J'avais peur de fréquenter des centres de santé de mon quartier, de peur de me faire juger ou soit que mes résultats soient divulgués par des personnes qui ont de mauvaises intentions. Et là, par le biais d'un agent communautaire U-Test, il m'a permis de connaître un centre de santé où j'avais la possibilité de me sentir à l'aise, où je ne serais pas jugé. U-Test leverages mobile technology and artificial intelligence to mobilize young people through social media platforms, Facebook,
WhatsApp and link them to geolocalized health services which are friendly to them. Let's support Youth Tech Scale Up now.女士们、先生们，大家晚上好！您现在收看的是凡恩安南的首届国际交流线上论坛之青少年健康。很开心能够在我们的直播间与您相遇，不论您此时此刻在世界上的哪一个地方。In Geneva, getting your voices heard, and that's so I'm curious. Hi, I am Saidu, courtesy of Youth Partnership for Peace and Development. I am serving as one of the mobilizers for the 1.8 billion Young People for Change campaign. I join hands with Global Forum for Adolescents in making the clarion call for governments and partners to invest into the lives of young people. Hello everybody, how are you doing? My name is Mrs. Engineer Alaja Professor Doctorate Apokaduroke. Today I am here to tell you something. First of all, I would like to thank everybody, hundreds and thousands of young people out there mobilizing to demand for better health and well-being from the hands of our world leaders. I say thank you very much for the work that you are doing. Now it's remaining you. If you open your mouth and say something, it's you I come to tell now. You are sitting down there, your mates are there, mobilizing to demand for better health. What are you doing? Go now and go and register for the Global Forum for Adolescents. Follow 1.8 billion and register for it. Only food, the full horror. You are not doing anything. What do you want to say? Will you go and register? Muchas cosas han pasado, estamos en decadencia, porque la juventud no hace presencia, porque se ha notado mucho nuestra ausencia, pero gracias a nosotros se acaba la ultraviolencia. Así que silencio. Ya. El silencio no es algo por lo que podamos optar, por eso tenemos derecho a votar, porque no podemos quedarnos en silencio, ya que las palabras tienen valor y no precio.
Hello, everyone, and welcome to the session Embarrassing Sexual and Gender Diversity in Sexual and Reproductive Health, specifically for LGBTIQA plus adolescents and youth. I'm Sarah Imran. I'm a transgender activist. I'm working for the sexual and reproductive health and rights of transgender and other sexual and gender minorities. And we will begin with the session with the introducing a story that revolves around queer activism in Africa by 28 African human rights defender. Speak Your Love, Tanzania. At age 23, after a decade of calling Twalib my best friend, I decided to tell him the truth. I couldn't let my love go unspoken anymore. In the middle of 2020, with much of the world still in COVID lockdown, we rented a house together in Dar es Salaam. We even shared a bed. He was always talking about his girlfriends, but I found him irresistible. As a Muslim, he was very religious, and I found it difficult to tell him how I felt. I thought he was bisexual, but I didn't want to ask. One evening, while we were lounging at home, I started a conversation about homosexuality. As soon as I mentioned the word, he sat up and said through clenched teeth, "Homosexuality is a sin." My heart was burning for him, but he was homophobic, so I suppressed my attraction. One morning, while alone, I wanted to send him a text message, telling him how I felt. Afternoon came, I didn't send it. Evening came, and I did nothing. Then a sudden courage came over me. I texted him, "Hey brother, I have been hiding this for a long time, but I think I'm bisexual and I really love you. I want you to be my boyfriend." I sent it. My heart was pounding. Twalib came back that evening. I was so anxious. I watched him closely to see if he could reveal his feelings about my message, but he didn't show any emotion. He never texted me back. Silence sat between us that night. In the morning, I watched him grab his bags and walk away. I didn't see or hear from him the rest of that year. I felt so stupid for being rejected and ignored, but I missed him so much. My nights were sleepless. The time only made things worse. Even in my bouts of depression and suicidal thoughts, flashes of how I met Twalib entered my mind. I met him in early 2010 when I was at secondary school in southern highlands of Tanzania. In class one day, my eyes fell upon this tall, handsome guy. We connected instantly. Within a few weeks, we became best friends, but deep down, I knew what I wanted. I was so sad when he turned me down. I knew I couldn't continue wallowing in pain and sadness, so I got help. I reached out to Dr. Michael Brady, a UK national medical advisor for LGBTQI health, who I met while president of my college's sexual health club, and poured out my heart to him. I told him I felt worthless and undeserving of love. He sent me an affirming message. "Innocent, you are valid the way you are. True love and true friends will always stay." Dr. Brady's message gave me hope. That hope yielded fruit a few months later when I met Melvin. At first, I was self-conscious about telling him I found him attractive, worried I might be appropriate for our working relationship at the sexual health club. So I was pleasantly surprised when Melvin walked up to me one day with a big smile. "If a man told you he finds you attractive and tries to seduce you, what will you do?" he asked, grinning. "What?" I responded, not believing my ears. Melvin repeated the question. My smile grew, even wider than his. "I would appreciate the seduction and love. If I found the person attractive, I would date him." "Well, I find you very attractive," he laughed. "I hope you feel the same way." Instantly, I wrapped my arms around him and confessed that I did. Melvin reassured me that there is no way to let love go unspoken. Our relationship inspired me to do something for other queer boys who feel rejected and unworthy, the way Twalib made me feel. I used my leadership skills to become a youth mentor and started traveling to southern Tanzania to lead trainings at sexual health club events. In early 2021, I became program director at a youth-led organization that works to advance young people's sexual health and rights. I now use this platform to support LGBTQI rights. Through my advocacy work and personal experiences, I have learned that no matter the disappointments we face, hope will prevail. We must protect this hope and enjoy its fruits so we can inspire hope in others.
Hey, so hi everyone. Gonna give a brief introduction on about me. I'm Rayan Monkey. I go by she, her, they pronouns. I'm a writer, content creator, and a diversity and inclusion specialist. I live here in Mumbai. I have a decade of experience in photography and filmmaking, and that's mainly where I want to be focusing things right now. I was raised in a conservative Muslim family in Dubai, a place with almost zero queer representation whatsoever. And as such, I struggle with accepting my own transgender identity and accepting it, uh, influenced by very misinformed, stereotypical, and often transphobic representation that I found in mainstream media. So today, I kind of use all of these skills I have of photography, filmmaking, and as a diversity and inclusion specialist to try and create representation in film, TV, and online that I didn't have growing up. And I'm going to pass it to Sarah to give an introduction on herself and then take it forward. Thank you, Ryan. So basically, like, I'm also like coming from a conservative family and uh, dealing with the gender identity and expression component. It was all, of course, very tough. And we this session is we have couple of speakers as well as to listen from them with different aspects of LGBTIQ adolescents' health and well-being. So moving toward, first we have Melina. She pronounced as she and her. She's a social justice activist, chair of the Youth Leadership Council at the Global Fund for Children, as well as chancellor scholar at Vanderbilt University. So welcome, Melina. And meanwhile, we'll be opening up a quiz poll for the audience to fill it out. So Hey, while Melina, the honest? Oh, yes. welcome, Yeah, Melina. thank you. Thank you so much. I'm really glad to be here at the Global Forum for Adolescents. Just like Sarah mentioned, I am a human rights activist. I was born and raised in Moldova. I'm currently in the United States pursuing a bachelor's degree at Vanderbilt University. But I am still, I think, very connected to my home country and the region that I come from, Eastern Europe, and I will be talking today about that as well, and sort of covering the views of Eastern European society on LGBTQIA individuals and the challenges that arise from those very problematic and unwelcoming views. I have about, I think, 3 years of that's the fourth year right now, actually, of experience with activism. It started when I was 16 years old, and I founded menées, which is my country's first youth-led feminist organization. We've done a lot of interesting work so far. We've reached about 2,000 young people directly through programming related to sexual and reproductive health and feminism. We've created different resources and hosted conferences. And yeah, as Sarah mentioned as well, I'm a board member at the Global Fund for Children and chair of the Youth Leadership Council at the Global Fund for Children. I'm also a member of the Global Advisory Group for the HR 75 initiative at the Office of the High Commissioner for Human Rights and Women Against Violence Europe Ambassador. So I'm really excited to sort of be bringing that experience today into the session. Thank you so much for the brief introduction. Melina, I have a question for you. What are the biggest challenges facing the mental health and emotional well-being of LGBTIQ adolescent and youth today, in your perspective? Yeah, so as I mentioned, I was born and raised in Moldova, and I think Moldova is very similar to, in terms of like the challenges faced by LGBTQI individuals, it's quite similar to Eastern Europe. So I would like to bring in
that region and the Eastern European context into conversation. And across the region, there's a very frightening rise in depression and in mental illness among LGBTQIA individuals, and children and youth that are part of this community are really the most at risk. And the challenges are really varied, from physical attacks to online harassment to the fact that there are a lot of legislative setbacks and hatred and disinformation, both in society and also online. So the culture generally in Eastern Europe is very conservative. It's very heteronormative, and the sort of binary views of gender and sexuality are very deeply entrenched into the Eastern European society. And there is unfortunately a very big movement from the far right groups that leverage the notion of family values and traditional gender norms and the excuse of protecting children to try and portray the movement for equal rights as a danger to society and try to paint LGBTQIA individuals as mentally ill. And if we could get the next slide up. Yeah, so as we can see, these are just some examples of the countries in Eastern Europe, but yes, we can see here above 50% of the general population of Albania, Macedonia believe that homosexuality is a sickness, or it is imposed by the West. And that's a narrative that is very heavily and widely used throughout the region, that actually LGBTQIA people in the country don't exist, but it's the West that is trying to push this like homosexuality onto people who would otherwise be straight, which is obviously absurd and not true at all, because LGBT people have always been in the region. And yeah, oh sorry, Sarah, did you want to? No, carry on. Nous sommes. Thank you. Yeah, and Moldova, the country where I'm from, it's one of the most homophobic countries in Europe. So 2/3 of Moldova. Pode dizer que a gente entrou por nossa conta. The latest and biggest study that was made by the NGO that we have, that is because there is only one NGO Et forcer leur homosexualité sur des gens qui ne sont pas homosexuels. They should be kicked out of the country, and only 1%. And that is a very scary statistic. Non, allez-y, allez-y. Would be ready to accept an LGBTQ person as a Et family member. dans le pays dont je viens, nous avons le tiers des adolescents moldoves These negative qui attitudes in society are really everywhere, in schools and media and in the family, combined with the lack of access to sexual and reproductive health and to mental health services. They have really immeasurable. Et nous avons un manque d'accès dans les services et dans les médias par rapport à la sexualité reproductive, la santé pour les personnes qui sont LGBTQ, et qui a un effet extrêmement négatif sur ces personnes, et parce qu'elles font face à des préjugés et à la discrimination. Et dans toutes ces années, nous avons cherché et recherchent leur identité. Et pendant qu'elles sont en train de devenir adultes et se former comme individus. Donc, ce manque d'acceptance de leur communauté vraiment a un poids très sévère sur leur santé mentale. Et elles ont des taux extrêmement élevés de dépression, de suicide, qui sont plus élevés que ceux du reste de la population. Ils se sentent isolés, rejetés, pas appuyés, et c'est un poids émotionnel très lourd qui mène à des problèmes à long terme et souvent ramène justement aux blessures sur soi-même et l'incapacité de traiter les problèmes et les facteurs déclenchants de stress.
Et nous avons justement une augmentation de la droite, des partis de droite extrêmes maintenant et ces droits sont considérés très, très limités justement pour les personnes LGBTQ et surtout dans les pays de l'Europe orientale, comme par exemple mon pays, l'Ukraine, également la Roumanie et des pays voisins. Et les personnes LGBTQ qui ont des mariages du même sexe n'ont pas de situation légale, ne sont pas adoptés et il n'y a pas de protection pour ces personnes, même que ces droits, en principe, existent dans les constitutions de ces pays, mais ils n'assurent pas la non-discrimination et on a justement un congèlement des droits LGBTQ, surtout en Pologne, par exemple, où on a des bandes qui empêchent la santé reproductive et sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire si nous parler de la technologie numérique qui est disponible et je ne sais pas si ça peut nous aider ici et comment nous dire comment les gens peuvent se protéger, surtout les adolescents. Je sais que beaucoup de personnes parlent des impacts négatifs des médias sociaux et je pense que les médias sociaux et la technique numérique, les technologies numériques peuvent justement aider beaucoup ces groupes qui sont discriminés à avoir accès. Ils ont accès à beaucoup d'informations et de ressources sur Internet et à travers les médias sociaux, ils peuvent les partager et explorer davantage leur identité et trouver un environnement, un milieu qui soit plus sécurisé et peut trouver des alliés ou des individus qui soient des alliés de leur communauté et trouver des plateformes en ligne où ils pourront partager des idées. L'important, c'est que ces pays sont hautement agressifs et criminalisent l'identité et les activités des groupes LGBTQ et souvent ils se trouvent sans appui de personnes. Ils ont quelques amis, parfois ils ont leur famille, mais pas nécessairement. Enfin, les les technologies numériques, d'une certaine façon, les aident à répondre ou à surmonter ces challenges. C'est pour ça que j'en ai parlé plus tôt. Il y a également les médias sociaux qui peuvent aider à intégrer la culture LGBTQ et à la faire changer de point de vue. Et ça aide beaucoup à éliminer les stéréotypes et la stigmatisation de ces personnes, ainsi que augmenter la sensibilisation sur ces questions dans la société, ainsi comme lutter contre les narrations pleines de préjugés qui essayent de corrompre les personnes et je essaie seulement de transformer les personnes LGBTQI en des personnes à être détestées. Et donc, je sais que c'est un absurde et nous devons essayer justement de changer cette attitude et de traiter les problèmes actuels. Et c'est important de mobiliser les communautés et des pairs dans LGBT. Merci beaucoup pour votre prononciation sur les médias sociaux et qui peuvent devenir une plateforme importante pour la sensibilisation et pour changer les choses. Nous passons maintenant la parole à Ryan. Bonjour, je suis présenter la prochaine oratrice qui est va utiliser justement, elle va nous permettre de comment surmonter la vision pleine de préjugés
et comment la planification familiale et la santé reproductive peuvent aider aux droits et à la défense des droits humains et de santé pour les personnes LGBTQ. Et nous avons notre programme qui essaie d'aider ces personnes. Nous avons Kev qui s'identifie comme une personne LGBTQ et qui a une passion pour son travail. Il a 15 ans et il va nous parler de son focus justement et de l'aide sur les questions de santé reproductive et mentale pour les plus de 20 000 adultes qui appartiennent à son groupe de leadership et qu'il est en train de former. Et c'est justement de partager l'information pour ces personnes qui appartiennent sur les questions fondamentales de la santé sexuelle et de la santé mentale et parler justement du développement de ces programmes pour la santé mentale et physique, particulièrement adressés aux jeunes LGBTQ. Et nous avons une question pour Ken. Et nous voulons vous adresser à la plateforme suivante que vous pouvez voir ici en bas. Et nous allons maintenant avoir Kevin. Merci beaucoup de m'avoir ici. Avant, je vais vous demander si les nécessités du jeune ont été traitées dans les questions. En premier lieu, la communauté LGBTQ n'est pas strictement parlant reconnue dans mon pays et on ne peut pas bien identifier les gens ou reconnaître leurs exigences et ce qui est un absurde, c'est une honte. Et j'ai été formée dans un pays étranger parce que c'était criminalisé, c'était puni d'être comme je l'étais et c'était impossible même d'essayer de trouver des solutions. Alors, un point fort que je voudrais souligner, c'est le fait que la communauté LGBTQ est encore traité comme un sujet étrange et étranger au pays, même pour les personnes dans la communauté. Et il y a un manque immense d'informations. Il y a, pour ainsi dire, une lacune énorme d'éducation et d'information, surtout pour ce qui a trait à la sexualité et au challenge. C'est un défi énorme, justement, pour la communauté de ceux qui s'identifient comme LGBTQ, comment ils peuvent et comment ils peuvent répondre à tout cela et faire surmonter ce challenge. Et je sens que c'est vraiment extrêmement important de rendre les gens plus conscients de cela si nous voulons traiter de ce problème, surtout à travers la planification sociale. Et dernièrement, j'ai eu une opportunité incroyable d'être l'un des jeunes qui ont participé d'une fellowship. C'était un programme de leadership qui a été mis en pratique par une organisation importante dans le pays qui voulait créer des capacités et les former entre les jeunes et les adolescents pour leur enseigner la santé reproductive et sur leurs droits. Et le fellowship couvrait beaucoup de produits, y compris l'enseignement de la défense des droits, l'entrepreneuriat. Et mon premier programme, justement, dans la communauté a suivi cette bourse. Et permettez-moi de vous parler justement de planification familiale ici. Et c'est un sujet qui est vraiment alarmant en premier lieu.
je dirais, pour la première fois, que dans un environnement où je ne me suis jamais inclus, je n'ai déjà passé par cette expérience, c'était la première fois, et l'environnement LGBTQ, normalement, peut être assis sur ses droits et nous identifions comme nous-mêmes dans les communautés. Et alors, il y a tout un spectre de personnes, les lesbiennes, les asexuels, les gays comme moi, et la plateforme, le programme a donné une plateforme à ces communautés pour pouvoir se connecter dans les communautés et d'avoir d'autres personnes avec qui parler et voir comment contribuer. Alors, les différentes communautés, et nous avons cette question. Para ajudar os serviços em geral e la perception, la prise de conscience des droits de reproduction et la santé de la reproduction. Et finalement, j'ai pu voir une grande compassion et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut comparer cela, la question de la confidentialité dans mon pays, par exemple, n'existe pratiquement pas. Si vous allez à l'hôpital, par exemple, vous voulez un service, l'hôpital est là, vous avez toute l'information, donc mais les infirmières vous regardent d'une façon un peu dure, si vous voulez. Donc, il y a la question de la discrimination qui est assez forte. Donc, voilà mes recommandations. La première étant l'intégration des programmes de santé mentale avec le planning familial, les programmes de santé reproductive et ainsi de suite. La plupart des gens de la communauté viennent à l'hôpital déjà avec des traumas assez forts. Et de toute façon, je crois que la question du bien-être doit être prise en considération et doit être aussi venir en premier lieu. Donc, probablement identifier et parler de nos questions, y compris la question du partenaire ou et pour bien entendre, comprendre la question de la santé mentale à un niveau de changement de comportement social. Tout cela fait partie du programme. Comme je vous ai dit, chez moi, dans ma communauté, donc les seules personnes qui sont considérées comme étant des gays sont les homosexuels, c'est-à-dire les hommes qui ont un choix homosexuel, qui ont donc ma suggestion, c'est justement arriver à un équilibre pour pouvoir inclure tout le monde. Donc, tous les besoins de la communauté LGBTQI dans le planning familial et les inclure aussi dans les programmes et dans les projets en général. Merci beaucoup de votre participation. Vous avez un petit peu de temps si vous voulez résumer. Merci beaucoup d'être invité ici et de m'entendre sur les recommandations pour pouvoir faire les options
nécessaires. Et si vous voulez, je peux participer d'autres réunions sur le planning familial, le planning de reproduction et ainsi de suite. Merci beaucoup. Je crois que ça a été impeccable. Thank you so much. So we Et, have our next speaker, John Daniel. et si vous voulez donc maintenant prendre la parole, nous avons une autre personne, Juan Daniel Amo, qui va nous parler sur les barrières des adolescents LGBTQI+. Greetings to everybody that follow us. Great embrace from the Colombian family. It was a pleasure to be invited. Bonjour à tous et de la part de notre groupe en Colombie. C'est un plaisir d'être ici. J'entends rien. J'entends rien. Ah oui, voilà. Non, tout son. Since in 1965, En Pro-Familia Colombia 1965, public policies, scientific en un groupe qui touche la politique publique, l'innovation scientifique et le matériel pour la santé reproductive et sexuelle. Nous avons parmi différentes stratégies l'agent pro-famille qui est un protagoniste et représente les politiques publiques et l'agenda constitutionnel. En 1990, le programme national pour les jeunes a été créé et a agi pour l'autonomisation des jeunes dans un programme pro-famille. Nous reconnaissons la violence qui existe dans différentes raisons et donc pour justement pouvoir être à même de faire partie de ce groupe LGBTQIA+. Et là, dans la question des changements, on veut présenter cela en Amérique latine et dans les Caraïbes parce que nous avons des très hauts niveaux de violence. Et pour parler aux jeunes et les inviter à faire partie de ces groupes. Et nous avons aussi une stratégie pour prévenir l'abus contre les enfants et la violence contre les enfants aussi. Parce que une famille doit toujours protéger et autonomiser les enfants. Quels sont les progrès et les challenges aussi en Amérique latine en termes des droits de reproduction et des droits sexuels, surtout dans la communauté? C'est une région très diverse. Il y a plusieurs manifestations de diversité dans notre culture, des traditions différentes, mais nous sommes donc une société qui a beaucoup de différences, mais la question, c'est la violence qui est extrême. Colombie est considérée un pays assez
qui a beaucoup progressé, qui est un pays très moderne, mais il n'y a pas très longtemps, ceux du LGBT étaient forcés à se comporter comme un homme, s'il était originalement un homme, et une femme. Donc, nous avons exposé la violence physique chronique, l'exclusion de la famille, perte d'emploi, manque d'accès à l'éducation. Cela veut dire qu'ils n'ont pas accès aux droits humains et les droits de reproductive aussi. Donc, nous souffrons de la violence si nous continuons à souffrir de la violence en ce qui concerne les droits humains. Il y a une question qui a plus de 25 ans. Si nous sommes des trans, nous ne serions pas ici parce que les personnes qui sont trans, elles meurent avant de compléter 35 ans. Ils n'arrivent jamais à devenir adultes. Donc, il faudrait participer à ce changement avec des stratégies qui pourraient mettre en place ces changements et en créant un réseau pour aider les jeunes et les faire en sorte qu'ils deviennent vraiment des parties prenantes dans notre gouvernement. Et évidemment, tout cela doit être accepté par le niveau du gouvernement. Et donc là, nous allons maintenant passer pour entendre rien. So yeah, so from everybody's speak, from whatever everybody had shared, there were some things that I could relate to very heavily, and I thought Là, about those. One of this thing that Juan just now said. Juan a dit quelque chose sur l'âge maximal de vie des trans qui ne dépasse pas toujours 35 ans. I've come to this point where, I'm getting to a point where that was something that affected my mental health. Et cela, par exemple, est un point qui a touché ma santé mentale. Et en termes de la menace de violence, par exemple, est-ce que nous sommes de criminels ou pas? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, c'est très important pour Juan, pour moi. Donc, je travaille avec des cas qui démontrent très clairement la dualité. Donc, nous avons le besoin de ne pas oublier la question de la santé physique et mentale. Quand on pense au programme qui existe, qui s'appelle Les jeunes et la vie, cela est très important et doit en faire partie. Yeah. Là, je travaille avec des groupes de jeunes et c'est vraiment très bien de partager avec vous aujourd'hui un outil qui nous aide vraiment beaucoup. J'ai entendu des orateurs absolument impeccables qui donnaient des exemples sur la situation générale des adolescents.
Et là, nous avons un programme aussi qui prend en considération les besoins de l'adolescent. Et donc, nous avons créé ce guide avec les adolescents pour travailler avec d'autres partenaires. Et cette idée de l'utilisation équitable nous fait penser qu'il est vraiment une nouvelle façon de parler et d'engager avec l'adolescent. Et donc, cela inclut le pouvoir de créer des agendas, créer des actions collectives, de la coalition et des nouvelles politiques et programmes. Et cela est très intéressant et très équitable parce que nous avons le besoin de support, de capacité, un support technique aussi, non seulement pour l'adolescent, mais aussi pour les adultes qui travaillent avec des adolescents. Et cela doit être compensé de façon appropriée. Et nous avons aussi, nous devons aussi créer des programmes d'inclusion pour ces jeunes. Et cela inclut des informations qui peuvent être partagées et de façon conviviale et intégrée lors du lancement d'une initiative quelconque. Et donc, vous pouvez regarder ces ressources sur la plateforme. Merci beaucoup. Je m'appelle Danielle Wilkins et utilise le pronom they, them en anglais. Et donc, il y a des programmes dont un USAID qui touche directement cette question et nous avons donc le centre Johns Hopkins où il y a un programme pour aider à avoir cette éducation, cette formation avec les enfants. En faisant ce travail, nous faisons des activités d'évaluation, une révision et une évaluation en ligne. À partir de toutes ces activités, nous avons les données et le retour sur expérience de plaidoyeurs, de chercheurs et autres qui peuvent créer et mettre en place une série d'outils d'apprentissage. Et donc, nous voulons partager avec vous tous ces outils. Ce programme va être plus utile aux programmeurs qui veulent travailler avec le design et la mise en place des programmes destinés à ces jeunes. Et ceux, par exemple, qui créent des programmes qui sont beaucoup plus directs. Et il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être utilisées par les organisations et les programmes. Merci beaucoup de votre temps. Ser parte de la red Jóvenes, conocer mis derechos sexuales y mis derechos
Et donc, je veux la liberté pour ma sexualité. Et là, nous avons les droits de reproduction et en utilisant la créativité pour aider les autres. Et là, quand est-ce que je ressens que j'ai le droit de reproduction? Quand je peux utiliser cette place pour partager mes expériences et apprendre avec les autres. Oi? Não chegou nem aos 50 ainda. Acabou, né? Não. Já acabou? Faltam 2 minutos. Donc, il faut partager la culture. Ainda faltam esse, eu vou terminar. Merci infiniment d'avoir participé à cette session et je remercie beaucoup nos orateurs de leur feedback si important et aussi intervention. Et merci beaucoup d'être présent à cette session aujourd'hui.